Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Film. J'espère que le confinement se passe bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo rétrospective sur la saga Heroes qui était sortie en 2007 en France, qui est réalisée par Tim Kring. Donc aujourd'hui, une vidéo où je vais vous parler de la saison 2 à la saison 5, mais petite parenthèse. J'ai oublié de vous parler de ceci dans ma première vidéo. Voilà, donc c'est deux BD, le volume 1, volume 2, donc saison 1, saison 2. Alors qu'est-ce que c'est plus précisément? De quoi ça parle? En fait, ce ne sont pas des histoires différentes, hein, ce sont tout simplement des histoires parallèles à la série. Par exemple, Peter Petrelli, on ne le voit pas pendant quelques temps. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? En fait, dans la BD, c'est expliqué. Alors il existe aussi pour ces volumes-là, pour la saison 3 et la saison 4, mais j'ai jamais réussi à les trouver. Voilà, même pas dans les grandes surfaces ni sur Internet. Enfin, sur Internet, ils existent. Si vous allez sur le site de Heroes, enfin, je ne sais pas s'il existe toujours ou pas, ça s'appelle les graphiques novels, voilà. Mais voilà, sous ce format-là, en bande dessinée comme ça, je n'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Voilà, petite parenthèse, on va parler de la saison 2 de Heroes. Alors, la saison 2 de Heroes, ce qu'il faut savoir, c'est que en 2008-2009, il y a eu une grosse grève de scénaristes là aux États-Unis, et du coup, elle en a énormément souffert, ce qui fait que il n'y a eu que 11 épisodes seulement. Alors, voilà, autre parenthèse, donc la saison 3 de Heroes, qui se trouve en deux volumes, Les Traîtres et les Fugitifs. En fait, le premier volume de la saison 3, ça aurait dû être ça aurait dû être la suite de la saison 2, quoi. Donc la saison 2 aurait dû se dérouler à peu près 23-24 épisodes, hein, et du coup, voilà, ils n'ont pas eu, pas eu la possibilité de le faire, donc ils ont fait la saison 2 en 11 épisodes et la saison 3, donc le volume Les Traîtres, qu'ils l'ont mis avec les Fugitifs pour la saison numéro 3. Donc de quoi parle la saison 2? Alors la saison 2, on va retrouver Hiro Nakamura qui, à la fin de la saison 1, après l'affrontement de Sayla, se téléporte en 1600 au Japon et il va faire la rencontre de Takezo Kensei. Alors Takezo Kensei, c'est un personnage, alors est-ce qu'il a existé dans les légendes japonaises? Je ne sais pas, ou est-ce que c'est un personnage inventé pour la série? C'est un personnage que Hiro Nakamura lisait beaucoup quand il était petit, c'est un samouraï en fait, et il va faire sa rencontre dans le passé. Et il se trouve que c'est donc le personnage de Adam Monroe, qui est Takezo Kensei. Et en fait, Adam Monroe a le pouvoir de régénération, c'est-à-dire qu'il est comme Clark Bennett, il ne vieillit pas, et à chaque fois qu'il est blessé, il se régénère. Et en fait, ça va être lui l'ennemi de la saison 2. Pourquoi? Parce qu'on comprend qu'il a été fondateur de la compagnie, et que la compagnie l'a trahi. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'homme, il s'est aperçu qu'il était temps de faire un ménage parce que l'homme était corrompu, tout ça. Et donc il a mis au point un virus Shanti, voilà, qui va déclencher un énorme fléau qui va tuer tout le monde sur Terre. Peter Petrelli le voit dans le futur, et du coup, voilà, en gros, il voit le fléau dans le futur, mais il ne sait pas forcément que c'est Adam Monroe. Et Adam Monroe va vouloir lui monter la tête pour aller récupérer dans les sous-sols de la compagnie le virus pour pouvoir le lâcher. Parce que Peter Petrelli, après l'explosion de la saison 1, se retrouve amnésique et petit à petit va retrouver la mémoire, mais Adam Monroe va en profiter. Voilà. Alors, bon, chose intéressante, toujours pareil dans cette série-là, c'est qu'est-ce que deviennent les personnages par la suite, hein. Pourquoi Peter Petrelli est amnésique, voilà, pourquoi Sayla a perdu ses pouvoirs, toute l'aventure aussi de Hiro au Japon, tout ça c'est vachement intéressant. Voilà, on se régale toujours à suivre ces personnages quand on les a beaucoup appréciés dans la première série. Nathan Petrelli qui apprend que son frère est toujours en vie, mais il ne le sait pas encore. Voilà, il va apprendre plusieurs choses dans la série. Et voilà, l'histoire des personnages est toujours vachement intéressante, donc voilà, gros point positif. Voilà, quand tu as accroché vraiment la saison 1, tu prends plaisir à suivre encore ces personnages-là. Ensuite, bon, 11 épisodes, donc ça fait vraiment très court par rapport à la première saison, forcément. Donc du coup, voilà, il n'y a pas grand-chose non plus à se mettre sous la dent, on s'ennuie un petit peu. Il y a la relation entre Claire Bennett et son père adoptif, Noé, qui est intéressante, puisque bon, à la fin de la saison 1, Noé explique qu'il est réellement à sa fille, que c'était un agent, donc sa fille n'apprécie pas trop ça. Elle n'apprécie pas que son père se permette de contrôler les gens et tout ça. Donc voilà, tout ça est assez intéressant. Mais malheureusement, voilà, 11 épisodes, voilà, il ne se passe pas grand-chose, et c'est vrai que voilà, il y a toujours des mystères qui sont mis en place dans cette série-là, mais ils sont toujours très mal exploités, et voilà, et la série est assez bâclée, malheureusement, donc bon, voilà, ça fonctionne pas tellement.
elle se regarde assez rapidement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent malheureusement. Je vais donc passer donc à la saison 3. Pourquoi? Parce que la saison 3, c'est directement la suite de la saison 2. Logique, vous me direz-vous, mais non, mais par rapport à l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire ne repart pas 2 ou 3 ans après. Pourquoi? Parce que quand Peter Petrelli réussit à détruire le virus scientifique dans la saison 2, son frère décide tout simplement, puisqu'il travaille dans la politique, de faire une interview et de dire ça suffit, maintenant la compagnie a assez manipulé, assez fait de mal. Il faut qu'on dise à tout le monde que les gens qui ont des dons existent. Et vu qu'il a le pouvoir de voler, il tente lors d'une interview en public d'expliquer que les gens qui ont des dons existent et de montrer qu'il est capable de voler. Seulement, juste avant de révéler ça au grand public, il se fait tirer dessus. Et en fait, on apprend que celui qui a tiré dessus, en fait, c'est le Peter du futur. Alors, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la saison 3, donc, qui est en 2 volumes, Les Traîtres et les Fugitifs, je vais parler surtout du volume Les Traîtres. Ce qui m'avait plu à l'époque, c'était sa bande-annonce. Sa bande-annonce m'avait mis vraiment l'eau à la bouche. Parce que on te montrait que certains personnages gentils, voilà, entre parenthèses, allaient peut-être devenir méchants. Voilà, on voyait Claire Bennett qui tentait de tuer Peter Petrelli, et en plus Peter Petrelli et Claire, on sait qu'ils sont super potes dans la série, donc on se demandait mais pourquoi ils allaient basculer du côté obscur. Sylar qui est en quête de lui-même, tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Et surtout, on nous faisait découvrir le niveau 5 de la compagnie. Donc le niveau 5, c'est un niveau dans les sous-sols de la compagnie où ils enferment les gens qui ont des dons mais les plus dangereux. Voilà. Et du coup, on comprend que ces vilains du niveau 5 vont s'échapper et on nous laisse entendre en fait une grosse course-poursuite pour pouvoir les arrêter parce que, comme l'explique Noé Bennett à sa fille dans la bande-annonce, ces gens-là vont se regrouper, vont mettre en place des cataclysmes, ils vont détruire notre monde. Donc là, je m'étais dit, waouh, ils ont eu peut-être du budget parce que la saison 1 et 2 a bien marché et peut-être qu'on va avoir plein de choses et ça va être intéressant de voir une grosse course-poursuite entre les personnages de Heroes qu'on connaît contre ces vilains-là qui sont échappés et on va rentrer peut-être un petit peu dans le X-Men. Voilà. Et seulement, le problème qu'il y a avec ce volume-là, c'est que ce que vous voyez dans la bande-annonce, c'est uniquement les 3 premiers épisodes. Voilà. Et ça me fait penser un peu à la bande-annonce d'Avengers Endgame qui te montre le côté sérieux, qui te montre que les 10% quoi, du film, quoi, et qui te montre pas derrière ce qui se cache. Là, en fait, c'est exactement la même chose. Tous les vilains du niveau 5 quasiment sont expédiés dans les 3 premiers épisodes. Voilà, donc tu te dis, même pas on apprend à les connaître, hein, pourquoi ils ont été enfermés, tout ça. Alors pourquoi ils ont été enfermés, tout ça, c'est expliqué dans les graphiques novels, donc dans les BD. Mais je pense que ça aurait été peut-être mieux, être beaucoup plus intéressant de nous les montrer carrément dans la série. Voilà, il y avait des choses super à faire. Je prends par exemple l'allemand dans cette série-là. Qui a le pouvoir de manipuler le métal. À l'époque, sur le site de Heroes, quand il te décrivait tous les vilains du niveau 5, il te disait qu'il est capable de manipuler le métal comme Magneto dans les X-Men. Sauf que le mec, dans la série, bon, c'est pas le même budget bien sûr, mais il va t'ouvrir que 4 portières d'une voiture, il va fermer les rideaux d'une banque, et il va ouvrir le coffre d'une banque. Voilà, et après il se fait buter. Voilà, c'est ce manque de développement là, ce manque d'action, tu nous mets en place des personnages qui ont des dons puissants et tu ne les exploites pas, même si on est dans une série, bon, il y avait moyen de faire quelque chose. Mais en fait, tout ça pour vous dire que cette histoire-là, de courir après ces vilains pour les remettre à leur place, c'est bâclé en 3 épisodes. Et après, sur les 10 derniers épisodes qui restent, ça va être surtout l'histoire du père de Peter Petrelli et de Nathan Petrelli que l'on pensait mort, qui est en fait est là, et puisque le docteur Suresh a réussi à créer, Mohinder Suresh a réussi à créer un vaccin qui permet de donner des pouvoirs, un antidote, pardon, qui est capable de donner des pouvoirs aux gens, il va vouloir monter cette société-là et vendre ce produit-là pour que les gens puissent s'acquérir des pouvoirs, donc voilà, pour l'argent et tout ça, il va vouloir monter cette société-là. Et forcément, le Peter du futur vient voir le Peter du présent en disant le problème, c'est que le fait que les gens achètent des dons comme ça, achètent ce produit-là, ils vont avoir des dons, et vu que l'homme, dans le fond, il n'est pas bon, ça va créer des guerres et ça va amener la destruction de notre monde. Et là, en plus de ça, cette histoire-là est absolument pas intéressante. Je veux dire, qu'on mette en place un vaccin qui annule les pouvoirs, que l'armée traque les gens qui ont des dons, qui essaient de leur enlever les pouvoirs, c'est plus crédible que là. Donner des pouvoirs, c'est pas terrible. Et d'un côté,
je sais pas, tu t'en fous un petit peu, alors c'est mon avis personnel, mais voilà, et bien en plus, pareil, le père de Nathan et Peter, Arthur Petrelli, ben, son personnage est très vite bâclé aussi, voilà. Tu as Sylar qui, lui, alors Angela Petrelli, voilà, c'est super important avec elle et c'est surtout très intéressant puisqu'elle est manipulatrice. Elle est en train de nous faire croire que ben, Sylar, c'est aussi son fils. Voilà, donc là, tu te dis, ben, ça va partir vraiment dans un truc genre familial et tout ça, c'est très fermé, ça reste qu'entre ces personnages-là. On nous prépare à voir d'autres personnages, mais pas du tout, on reste toujours sur les mêmes. Et tu te dis, ben, c'est dommage, quoi. Voilà, c'est dommage, et puis voilà, c'est un peu trop tiré par les cheveux au niveau scénario. Et voilà, ça se mélange un petit peu, et le problème, c'est que c'est pas terrible, et on s'y intéresse pas tellement. Voilà. Jusqu'au moment où on apprend donc que Sylar, Angela lui révèle que, effectivement, c'est pas leur fils, et qu'il a vraiment de vrais parents. Et la quête de Sylar, surtout dans le volume fugitif, ça va essayer de savoir ben, surtout qui est son père. Voilà. Donc voilà en gros pour les traîtres, on va passer aux fugitifs. Donc les fugitifs, à la fin, Nathan Petrelli qui était d'accord avec le projet de son père, sachant que tout le laboratoire où il y a l'antidote pour donner des pouvoirs aux gens a été totalement détruit, notamment par les actions de son frère Peter, va énormément lui en vouloir. Et Nathan va contacter carrément le gouvernement, le président, et va lui remettre certains dossiers sur les gens qui ont des dons, enfin, lui faisant comprendre que les gens qui ont des dons existent, et que certaines personnes sont très dangereuses et qu'il faut les enfermer. Et parmi la liste qu'il donne, il y a son frère, Claire, Hiro Nakamura, enfin voilà, tout ce qu'on connaît. Et pareil, il y avait un potentiel à faire dans cette série-là, puisque on voit dans le premier épisode tous les personnages qu'on connaît se faire capturer, voilà. Donc tu dis ça va être vachement intéressant. Ils montent tous dans un avion, puisque ces gens qu'ils ont capturés, forcément, ils vont les amener dans un endroit pour les garder, quoi. Il va y avoir un accident, l'avion va s'écraser et les personnages vont donc s'échapper. Et donc voilà, pendant tout ce volume-là, c'est en gros une traque entre le gouvernement et certaines personnes qui ont des dons. Donc il y a des choses qui sont vachement intéressantes puisqu'il y a un nouveau personnage qui apparaît, donc celui qui dirige les opérations pour le gouvernement, Danko, qui lui voilà, a une haine envers les personnages qui ont des dons et qui veut vouloir tous les traquer. Et d'ailleurs, voilà, c'est un personnage qui est d'un côté il est nouveau, mais qui apporte énormément pour la série. Il est vachement intéressant, surtout qui s'allie à un moment donné avec Sylar. C'est-à-dire quand Sylar a fini d'entrevoir sa démarche pour savoir qui est son père et tout ça, il va en fait s'associer avec lui parce que Sylar va profiter de Danko parce que Danko veut éliminer les gens qui ont des dons et Sylar lui va dire moi je travaille pour vous, si vous voulez je les élimine, comme ça en même temps l'autre il en profite pour récupérer le pouvoir des autres. Donc cette entente entre les deux est vachement intéressante. Bon, à la fin, bien évidemment, Sylar, c'est Sylar. Voilà, on sait à peu près tout ce qu'il va faire. Et Danko est un petit peu mis de côté. Voilà, donc il y a certaines évolutions de personnages avec donc Stressistros, pardon. Pareil, un nouveau perso qui est voilà, pas si terrible que ça. Claire Bennett, toujours pareil, qui cherche des réponses. Mais voilà, la série, un coup, connaît des moments très plats. Et à un moment donné très rythmé, donc il y a des épisodes qui sont vraiment comme ça et d'autres comme ça, voilà. Et on arrive donc à la fin de cette saison, enfin voilà, enfin, notamment de ce volume, et on arrive à une fameuse séquence d'action entre Peter Petrelli, Nathan contre Sylar, et là, c'est encore même pire qu'à la fin de la saison 1, les portes se referment sur Claire Bennett parce que Peter veut la protéger, et là on assiste au combat au travers, alors il y a Claire Bennett qui regarde à travers le trou de la serrure pour voir le combat. Et en fait, on a un gros plan sous son œil en train de regarder avec des flashs derrière. Et en fait, on ne montre pas le combat, carrément. Voilà, Peter réussit à arrêter Sylar qui a en fait absorbé le don de quelqu'un d'un métamorphe, quelqu'un qui est capable de prendre l'apparence des autres et qui voulait tout simplement prendre l'apparence du président de la République. Et ils réussissent à l'arrêter. Voilà, alors, chose importante, à la fin de cette saga-là, Angela Petrelli qui n'est pas d'accord, qui n'arrive pas à accepter le fait qu'elle ait perdu son fils, notamment Nathan, puisque Nathan pendant le combat se fait éliminer par Sylar. Quand Peter endort Sylar, elle va, grâce à Matt Partman, enregistrer tous les souvenirs de Nathan Petrelli dans la mémoire de Sylar, et obligeant Sylar par la pensée à prendre l'apparence de Nathan Petrelli. Voilà, et ensuite ça sera pour la saison 4. Voilà. Mais voilà en gros comment ça se termine. Donc la saison 4 de Heroes appelée à Redemption. Alors déjà il y a un acteur qui va... Franchement ils ont fait vraiment le bon choix au niveau du casting pour le prendre, Robert Knepper,
qui va jouer le rôle de Samuel Sullivan, qui est un forain, en fait, voilà, et qui récupère dans son parc d'attraction tous les gens qui ont des dons. Pourquoi? Parce que, alors, c'est un personnage très manipulateur, il veut leur venir en aide, et en fait, il a la capacité, lui, de la terrakinésie. Qu'est-ce que c'est la terrakinésie? C'est la possibilité de manipuler la terre, voilà, de faire des tremblements de terre, des grosses crevasses et tout ça. Seulement, il peut le faire à condition qu'à chaque fois qu'il y ait des personnes qui ont des dons qui sont autour de lui. Plus il y a des gens qui ont des dons tout autour de lui, plus il est puissant. Voilà. Et en fait, lui, son but, voilà, ça va être essayer de regrouper plusieurs personnages, notamment les héros qu'on connaît, comme Peter, comme les personnages comme Sylar, Claire Bennett et tout ça. Alors, ce qui est vachement intéressant dans cette série-là, à part ce personnage-là, c'est déjà le traumatisme des fugitifs par rapport au personnage, par rapport à la psychologie du personnage. Par exemple, le fait que le gouvernement ait traqué ces personnages-là, qu'il a fallu qu'ils se cachent et tout ça. On sent encore le traumatisme. Par exemple, vous avez une séquence où Claire Bennett, elle est à la fac, et des fois, elle a des flashs. Quand elle entend une porte s'ouvrir, elle se retourne et elle le voit carrément un commando venir tenter de l'arrêter. Bon, voilà, c'est des flashs qu'elle a, et tout comme ça. Mais voilà, ils sont très perturbés par rapport à ça. Certains autres personnages ont préféré prendre une vie normale, comme Peter Petrelli. Et on a donc ce personnage de Samuel Sullivan, joué par Robert Knepper, qui va mettre en place tout un scénario autour de ça. On ne sait pas trop ce qu'il veut. Est-ce qu'il est gentil? Il y a une histoire avec son frère. Son frère est mort, on ne sait pas trop qui l'a tué, tout ça. Enfin voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Et voilà, il y a un énorme mystère qui plane autour de ça. Il vient en aide à nos personnages, il emploie des dialogues. Alors Robert Knepper, il joue vachement bien. Il a des très bons dialogues envers les personnages qu'on connaît pour leur dire qu'ici, ils pourront vivre en paix, en dehors du monde extérieur, parce que le monde extérieur n'acceptera jamais les gens qui ont des dons. Et que là, dans ce parc d'attractions, ils sont tous pareils, c'est-à-dire qu'ils ont tous des pouvoirs qui sont acceptés, qui peuvent partager leur joie, leur peine et tout ça, et qui sont tous les bienvenus. Voilà, il a ce moment de solidarité qui est vraiment énorme. Bon, il manipule aussi, bien évidemment, parce qu'il a des intentions derrière que je vais révéler tout à l'heure. Mais voilà, ce mystère qu'il y a autour de ce personnage, je le trouve vachement intéressant. Il est d'une classe folle, voilà. Donc en fait, ce qu'il veut faire, c'est voilà, il veut amener son spectacle, sa fête foraine à New York, et il veut déclencher un énorme cataclysme pour montrer toute sa puissance. Voilà. Surtout pourquoi? Parce que ce qu'il veut surtout, c'est retrouver son ancienne femme, et vu que son ancienne femme ne va pas vouloir de lui, en gros, il va faire un gros caprice. Donc voilà, là on va rentrer aussi dans les points positifs du personnage, puisqu'on est en train de te mettre en place des choses assez intéressantes, des mystères autour de lui. Et au final, bon, ben voilà, il y a certains éléments qui vont se déclencher par rapport à des trucs un petit peu minimes, c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc, cette saison-là a fait un flop, voilà, disons-le totalement, parce que même s'il y a de très bons éléments de par son scénario, de par certains mystères qu'il y a autour des personnages, il y a beaucoup d'incohérences aussi. Et plus ça va, plus tu es très déçu quand tu montes dans les. Enfin, je dirais à l'inverse de la saison 1 qui te faisait monter en puissance, même si tu es déçu du final. Là, vraiment, plus ça va, plus tu es déçu. Voilà, Sylar qui au final devient gentil. Certains personnages qui sont vraiment très bâclés. En dehors de Robert Knepper, il y a très peu de personnages nouveaux qui arrivent aussi. Voilà, c'est vraiment dommage. Et il y a beaucoup d'incohérences dans cette saison-là, notamment par rapport au pouvoir de Robert Knepper, puisque souvent on le voit utiliser ses pouvoirs quand il n'y a personne autour. Il est capable de te détruire une ville entière en créant un tremblement de terre, ou alors il te détruit carrément un commissariat sans l'aide d'aucun être évolué autour de lui. Alors qu'on n'arrête pas de te dire pendant toute la série qu'il faut qu'il ait toujours des gens qui ont des dents autour de lui pour être puissant. Et pendant la bataille finale, alors qu'il affronte Peter Petrelli, tu te dis, bon ben, on est à la saison 4 quand même, ils vont mettre les moyens, surtout qu'il y a des séquences d'action qui sont pas mal, puisque quand même la saison est très bien rythmée dans la saison 4 quand même. Tu te dis qu'il va se passer quelque chose d'énorme entre Peter Petrelli à la fin et lui, et bien ça se résume un peu comme à la fin de la saison 1 avec Sylar, c'est-à-dire que là, ils sont face à face, il s'envoie comme un rail de terre, ça fait une vague de terre, Peter Petrelli l'arrête, il lui dit 2-3 trucs, il lui balance, ils font ça pendant 3-4 fois, juste au moment où Hiro Nakamura, avec l'aide d'Ando, téléporte tous les gens qui ont des dons, puisqu'il y a la révélation d'un dernier épisode comme quoi il a manipulé tout le monde, donc les gens qui ont des dons ne sont plus pour le projet de Samuel Sullivan, et du coup Hiro téléporte tout le monde. L'autre, il n'a plus de pouvoir, du coup, il ne peut plus s'utiliser, et en un coup de poing, Peter Petrelli l'arrête. Voilà. Alors qu'il y a des séquences
où tu le vois tout seul, Robert Knepper, dans d'autres États des États-Unis, utiliser son pouvoir, faire des trucs de fou, sans qu'il y ait des gens qui ont des dents autour. Voilà, bon. Il y a eu plein d'incohérences comme ça. Et la saison se termine par Claire Bennett qui en a marre de se sentir en cage, qui veut se montrer au grand jour. Et pendant cette fête foraine, puisque quand Robert Knepper commence à mettre ce tremblement de terre en place, il y a bien évidemment les journalistes, tout le monde qui débarque pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Elle décide de monter sur la grande roue et de se jeter, c'est ce qu'elle fait, pour montrer que les gens qui ont des dons existent et se révéler au grand jour. Et là, on était censé partir sur une nouvelle saison qui était la saison 5 qui devait s'appeler Le meilleur des mondes. Mais vu que la saison a chuté, voilà, qu'elle a fait un flop, il n'y a pas eu de suite. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que la saga Heroes, quand même, il n'y a pas que des mauvais côtés, il y a quand même de très bons côtés. Mais bon, moi, c'est vrai que ce genre d'incohérence et le manque d'action dans ces séries-là, voilà, je trouve ça dommage, même si tu es dans une série, que tu veux pas faire comme X-Men, tu développes quand même des gens qui ont des dons. Donc voilà, même si tu veux pas faire une séquence de 20 minutes sur eux, mais mets des choses intéressantes. Voilà, développe un petit peu le pouvoir. Et c'est ce qui manque énormément. Et d'ailleurs, c'est ce que souffre complètement la dernière saison qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, que je qualifie de saison 5, Heroes Reborn. Heroes Reborn, je ne vais pas en parler longtemps parce que voilà, j'étais très déçu. Elle est totalement en dessous de toutes les autres saisons, y compris la saison 2, la 3 et la 4. Hein, voilà. Pour moi, ça restera la première saison, la saison 4. Surtout que voilà, le principal des personnages importants de la saga Heroes n'y sont absolument plus. Voilà, là, c'est surtout Noé Bennett qu'on voit et Mark Parkman, voilà, celui qui peut lire dans les pensées. Je crois qu'il y a Hiro Nakamura à un moment donné qui intervient aussi. Et là, l'histoire se base par rapport aux enfants de Claire Bennett, qui est décédée pendant l'accouchement. Voilà. Et en fait, les jumeaux ont été séparés. Et en fait, il va y avoir une éruption solaire. Alors, pas liée à quelqu'un qui est capable qui a ce pouvoir-là. Mais il va y avoir une grosse éruption solaire et la Terre est en danger de destruction. Il y a une compagnie, là, une dame qui veut se servir donc, du fils de Claire Bennett, qui a la capacité quand il touche un objet, de le téléporter à certains endroits, y compris dans le passé, dans le futur. Et en fait, elle a créé une sorte de colonie 1000 ans après l'éruption solaire où la vie repart. Et en fait, elle veut relancer un nouveau cycle de vie. Enfin, voilà, mais bon, là, on est carrément dans... là, tu t'ennuies. Voilà, tu t'ennuies. La série, elle est très très plate. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Les personnages sont vraiment inintéressants. Alors, je parle pour ma part. Après, regardez-la, la série, si vous voulez. Vous verrez ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve qu'elle est vraiment très très plate. Là, les séquences d'action, elles sont carrément... c'est pas qu'elles sont bâclées. Elles sont inexistantes, voilà. À part dans le dernier épisode, voilà, il y a encore... Bon, après, les effets spéciaux sont très bien faits. Mais voilà, elle est carrément en dessous de toutes les autres saisons. Voilà. Donc bon, alors c'est vrai que j'ai plus apporté un regard un peu plus négatif que positif sur cette série-là. Mais quand même, voilà, elle mérite le coup d'œil. Voilà, toutes les saisons méritent le coup d'œil parce qu'il y a quand même de très très bonnes choses dedans. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la série, je vous la conseille fortement de vous la mater. Puisque bon, moi après, voilà, je vais rouspéter par exemple sur les scènes d'action, sur les effets spéciaux, alors qu'il y en a certains, enfin, même beaucoup même, qu'ils s'en moquent de ça, même s'il n'y a pas trop d'action. C'est pas pour ça que la série est nulle, hein, je vous l'accorde tout à fait. Voilà, moi je pense plutôt que même si tu mets en place un bon scénario, le fait de rythmer un peu, d'apporter des séquences d'action plus importantes, ça peut te lever le scénario encore plus, l'histoire encore plus. Voilà, pour d'autres non. Donc c'est pour ça, voilà, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil à cette série-là, puisque même si j'ai pas aimé toutes les séries, je me suis quand même bien régalé, il y a eu quand même des bons moments dedans, des choses intéressantes au niveau des personnages. Voilà, je suis allé droit au but dans ma rétrospective, j'ai pas voulu non plus trop spoiler sur plein de personnages, puisque je me dis que si par exemple vous l'avez jamais vu, que vous avez envie de la voir, eh bien, je vous laisse la regarder et vous faire votre propre avis personnel. Voilà, je ne vais pas trop spoiler là-dessus. Écoutez, voilà, ça sera tout pour cette nouvelle rétrospective sur la série de Heroes. Voilà, moi en tout cas, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. Elle a ses qualités, elle a aussi ses défauts, comme toutes les séries. Mais je m'en souviendrai toujours parce que voilà, c'est ce qui m'a donné envie de faire des courts-métrages, des longs-métrages et qui m'a vraiment lancé là-dedans. Voilà, bon, c'est pas mon métier, mais par rapport à mes propres loisirs, voilà, faire des courts-métrages sur les gens qui ont des dons, c'est cette série qui m'a lancé là-dedans et je trouve ça vraiment énorme. Donc voilà, je garderai toujours de très bons souvenirs de cette série-là. Et puis écoutez, si vous ne l'avez pas vue, regardez-la, voilà, vous en ferez votre propre avis.
N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous connaissez cette saga, à savoir si vous êtes d'accord avec moi sur les points positifs et négatifs. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!